Au Niger, l'opposition a repris sa place au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Nous parlerons également de l'Ouganda qui se prépare pour l'élection présidentielle de jeudi. Bobi Wine défie Yoweri Museveni aux urnes. Et puis les États-Unis, faut-il laisser Donald Trump finir son mandat? C'est la question que nous abordons donc avec l'invité de ce soir, Maître Eric Emmanuel Sosa. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Samuel Nyari. L'opposition nigérienne a décidé de reprendre sa place au sein de la Commission électorale nationale indépendante, place qu'elle boudait depuis 2017. 5 de ses représentants y ont été nommés lundi. C'est ce qu'a indiqué mardi un responsable de la coalition 2021 en vue d'un second tour de la présidentielle. La coalition 2021 regroupe plusieurs partis de l'opposition derrière le candidat de l'opposition arrivé second au premier tour. Maître Sosa, l'opposition donc qui reprend sa place à la CENI, ça augure d'un second tour apaisé. Absolument. Je pense que c'est une bonne chose, c'est un signe de sagesse politique souhaitable, parce que l'opposition boude à peu près pour les mêmes raisons. L'opposition nigérienne n'a pas de spécificité propre. Elle ne se distingue pas spécialement par rapport aux autres oppositions de la sous-région. C'est le jeu de la chaise vide dont on se rend compte au fur et à mesure qu'il est complètement stérile, contre-productif et à tout point de vue perdant. Donc à force de jouer perdant-perdant, à un moment donné, il faut se raviser, venir à de meilleurs sentiments, et jouer véritablement le jeu politique comme il se doit. Parce qu'au Niger, on n'a pas observé qu'il y avait un contentieux aussi irréductible et pour qu'une opposition qualifiée se disqualifie elle-même du jeu politique, alors que, elle a toute sa place à jouer, alors que, justement, au Niger, contrairement à beaucoup d'autres endroits, on a un jeu politique qui est beaucoup plus clair, on est dans un schéma de démocratie apaisée et évolutive. Une opposition qui veut jouer la chaise vide au Niger est une opposition qui se voue elle-même à la perte de sa propre place et des alternatives qu'elle pouvait proposer. Voilà. Mais en 2017, lorsqu'elle décidait de quitter la Commission électorale nationale indépendante, elle avait quand même des raisons valables. Elle dénonçait un certain nombre de lois qui avaient été votées, notamment des modifications apportées au code électoral qui empêchaient un certain nombre de candidatures. On voit celle de Hama Amadou, par exemple. Mais la candidature de Hama Amadou, elle a été justement rejetée. Pourquoi? Pour des raisons simples qui sont liées d'abord au code électoral et aussi qui font sens dans un enjeu politique de cette nature. Nous avons quelqu'un qui a, à un moment donné de sa vie, eu à faire face à la justice et qui a un parcours entaché par une condamnation, pas pour un fait politique, pour un fait de droit commun qui le disqualifie. Alors, est-ce que pour ça, il faut s'aborder toute l'opposition ? C'est pour ça que je dis, à un moment donné, c'est vrai, il faut que la sagesse habite un peu les positions que nos oppositions prennent, et pas uniquement la petite guéguerre politicienne. Voilà. Mais il y avait à l'époque un sentiment d'utiliser le code électoral comme un fouet pour se débarrasser d'un certain nombre de personnes qui pouvaient, on le sait, au Niger, c'est quand même, Hama Amadou, ce n'est pas n'importe qui, c'est lui qui était véritablement en posture de challenger. Bien, alors, c'est dans le même Niger et sous l'égide du même code électoral qu'on a eu 33 candidats. Alors, est-ce que vraiment, quand on veut épousseter, quand on veut sacrifier certains candidats déterminants, on en a 33 quand même qui sont complètement de la pacotille et qui vont briguer le scrutin avec les grands poids lourds que l'on sait. Non, Hama Amadou, d'accord, c'est vrai, il a, par son pédigré, un poids important dans l'échiquier politique nigérien, mais quand même, on ne peut pas venir nous expliquer que ce code électoral a été fait pour évincer Hama Amadou. Le problème de Hama Amadou, c'est un problème de droit commun. Il avait toutes les possibilités. Dans le code, on a mis justement que quiconque a été condamné à 1 an de prison ne pouvait pas briguer la magistrature suprême. Il a été condamné à cette peine exactement. Alors, est-ce que vous pensez véritablement que c'était pour lui
qu'on avait prévu le code électoral avant que la justice ne le rattrape? Les similitudes sont très frappantes. Ah, vous parlez de coïncidence. Oui. Bon, chacun peut y voir des coïncidences, mais toujours est-il que quand même, il est sous le coup d'une condamnation qui le disqualifie. Bon, on aurait pu à ce moment-là réduire à 3 mois aussi. Hein, c'est le code électoral. Et ça a été voté par, je crois, la représentation nationale nigérienne, excusez-moi, qui est composée de à peu près l'ensemble de la classe politique nigérienne. Forcément, toujours, j'ai l'habitude de dire, quand on est dans le schéma paradigmatique de la démocratie, c'est 50 plus 1. Et les 49,9% sont perdants. Oui. Bon, alors quand on a une assemblée où on a une majorité qui est favorable à l'exécutif, forcément, elle est là pour faire des réformes qui déplaisent aux autres. Donc, si à chaque fois qu'on veut faire des réformes, vous opposez et vous désertez parce qu'elles ne vous sont pas favorables, vous n'avez pas compris comment fonctionnent les mécaniques de la démocratie élective. Parce que c'est bien cela dont il s'agit. On vient là pour faire des réformes avec une majorité qui nous est favorable. Alors, si à chaque fois qu'on les fait, l'opposition doit dire que c'est contre elle qu'elles sont faites, on n'est pas sorti. Il faut qu'on apprenne le fonctionnement véritable du jeu démocratique. Au second tour qui aura lieu le 21 février prochain, Mohamed Bazoum, arrivé en tête du premier tour, a recueilli 39% des suffrages. Il affrontera Maman Ousmane, ancien chef de l'État, arrivé second avec un peu moins de 17%. Mais pour beaucoup d'analystes, Mohamed Bazoum, le dauphin de Mamadou Issoufou, a fait son plein de voix. Sans alliance, il ne peut pas aller au-delà des 39%. Oui, sans alliance, il ne peut pas aller au-delà, mais quand on sait aussi que, bon, au premier tour, on a eu quand même une abstention forte, forte du fait du nombre quasi impraticable de candidats qu'il y avait. Donc, forcément, avec son lot d'émiettement de l'électorat. Donc, tout ça est évacué. Maintenant, on va voir si réellement tous sont des opposants ou pas. Bon, et sans mot d'ordre, une remobilisation du corps électoral peut tout à fait changer la donne sans alliance particulière. Voyez-vous? Donc, les gens doivent, à un moment donné, se départager par rapport à quelque chose. Est-ce que Issoufou a si mal fait? Si Issoufou n'a pas si mal fait à ce moment-là, est-ce qu'on a à gagner à ce qu'il y ait une continuité avec quelqu'un qui procède de la dynamique Issoufou? Si c'est oui, alors allons voter Bazoum. Beaucoup de gens n'ont pas fait ce calcul avant, ont peut-être voté pour d'autres candidats avant, pas forcément pour Maman Ousmane, je veux dire, pas pour le challenger, mais pour d'autres, et qui pourraient, sans alliance particulière, décider en leur âme et conscience de voter pour Bazoum plutôt que pour Maman Ousmane. Donc là aussi, je dis que rien n'est joué du tout. Et vous voyez, la démocratie, c'est tout, sauf de la mathématique. Il ne s'agit pas de dire, bon, il a fait son plein de voix à 39. Non, il y a peut-être des reliquats qu'il peut encore engranger. Et de ci, de là, avec, bon, quelque part, un mouvement de conscience peut-être plus favorable, il peut très bien encore emporter la mise. On l'a vu, beaucoup de candidats d'opposition ralliés ont perdu quand même les élections. Après, ils ont hurlé à la fraude. Bon, c'est tout, ça c'est le jeu habituel. Mais en même temps, ça s'annonce peut-être aussi un peu serré, ce second tour, avec l'opposition qui s'est réunie dans la coalition CAP 2021 et qui dit tout sauf Bazoum. Oui, bon, d'accord. Alors, qu'il vote contre Bazoum, là, actuellement, il ne vote pas pour un projet politique. Il vote contre quelqu'un. Donc, ça aussi, vous savez, l'électorat africain commence à comprendre aussi qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte de ces logiques de guerre purement politicienne. Il faut absolument arriver à comment dire, apprécier quel est l'intérêt immédiat du pays et voter en âme et conscience. Bon, ce qui m'apaise, moi, personnellement, c'est qu'au Niger, quoi qu'il en soit, à la fin de ce scrutin, on aura un nouveau président. Oui. Bon,
que ce soit Maman Ousmane ou Bazoum, il n'y a pas de problème particulier. Hein. Rien ne va s'arrêter. Le développement du Niger va continuer, je l'espère bien, parce que c'est un pays qui a traversé des mouvements sociopolitiques importants et qui a été, je crois, au cœur de beaucoup de tribulations, qui d'ailleurs en ce moment est en train de subir des déficits sécuritaires inquiétants. Il faut lui souhaiter à celui qui va venir d'avoir les moyens de remettre le pays sur les rails du développement, en jugulant les problèmes d'insécurité. Deuxième sujet, c'est l'Ouganda. Là également, on parle de présidentielle. Bobi Wine qui défie Yoweri Museveni aux urnes. Il reste 2 jours donc avant les élections générales prévues donc jeudi 14 janvier, juste une seule journée, pardon. Si 11 candidats se présentent à ce scrutin, les regards sont plutôt principalement tournés vers 2 d'entre eux, le président sortant, Yoweri Museveni, et le chanteur devenu principal opposant Bobi Wine, Robert Kyagulanyi, de son vrai nom. Les deux ont 38 ans d'écart qui les séparent et 2 parcours diamétralement opposés. Maître Sosa, j'ai envie de dire, Yoweri Museveni, il est au pouvoir depuis 34 ans déjà. Bobi Wine avait 4 ans quand il prenait le pouvoir. Oui, il affronte aujourd'hui. Vous voyez, on a l'habitude, enfin pas d'encenser, mais au moins de se féliciter de ce que dans le système anglophone, on a une meilleure conduite démocratique. Mais à chaque règle son exception. L'Ouganda fait exception en tant que cancre démocratique. Donc bon, mais c'est le bon cancre, comme vous le dites, hein, qui ressemble tellement à ses homologues francophones que bon, vous voyez, dans cette Afrique centrale, qu'on bouge un peu, enfin à l'ouest, ça va, le phénomène est en train de se corriger, mais quand on bouge un peu à l'est, bon, il est le seul cacique dinosaurial. Oui. Il n'y en a pas d'autre. Heureusement. Mugabe est décédé, Museveni est immédiatement le suivant. Donc, vous voyez, oui, bah, c'est le point noir, le mouton noir, l'exemple pathétique. Mais espérons qu'un jour aussi... les Ougandais connaissent la vraie démocratie, parce que, bon, voilà un pays grand sous beaucoup d'aspects, pas uniquement géographiques, mais qui... Ah oui, c'est vrai, à sa tête, souvent, des calamités. Idi Amin, bon, il était caricatural, mais pas aussi calamiteux que ça, parce que ça a été, sous beaucoup d'aspects, quelqu'un qui a impressionné ceux qui l'ont connu et qui ont eu à travailler avec lui. Bon, en dehors de son côté bourru, sanguin, bon, il avait quelques qualités, mais bon, l'histoire ne retient pas que c'était un grand homme. Voyez-vous? Et Yoweri Museveni, après lui avoir fait la guerre, va réussir à le déposer, ne va pas non plus se signaler par le jugement de l'histoire comme ayant été un grand homme. Parce qu'à un moment donné, il y a des années au pouvoir qui sont inutiles et vaines. Quelqu'un l'a dit. Au bout de 10 ans, vous commencez à atteindre le degré d'incompétence. Vous commencez à atteindre, à un moment donné, vous êtes frappé par un phénomène de péremption. Et une durée excessive vous expose forcément à la péremption, à l'impopularité, etc., etc. Alors, c'est pas pour rien que dans les grands systèmes démocratiques, on a décidé d'une limitation de mandat. Hein. L'élection qui se joue en Ouganda ressemble quand même à tout sauf à une élection libre, puisque on a encore en mémoire, et c'est très récent, toutes les misères qu'on a fait vivre à Bobi Wine. Oui, absolument. Absolument, oui. Vous savez, on est dans le système autocratique caricatural pur, où on ne prend pas de gants. Bon, pour empêcher un opposant de faire campagne, on décrète que c'est parce qu'il a violé Covid qu'on va le chercher. Non, mais franchement, non, enfin, on trouve tout. Enfin,
toutes sortes d'arguments, même les plus farfelus. Quoi, quand on organise une campagne électorale et qu'on fait meeting, forcément, il y a des entorses aux mesures barrières de Covid. Et pour autant, on va aller chercher celui qui est l'organisateur, en sachant que c'est dans le cadre du débat politique, pour des élections. On va le chercher pour le mettre en prison pour ça? Non, franchement. Du coup, on se pose la question, si Yoweri Museveni, 34 ans de pouvoir, est si sûr de son bilan, pourquoi faire des misères? Mais parce qu'il n'est pas sûr de son bilan, parce qu'il est maintenant convaincu que Bobi Wine a des arguments de qualité à faire valoir, parce que, bon, oui, vous savez, on a des footballeurs présidents, on a des milliardaires présidents, un chanteur président, on en a déjà eu, hein, en Haïti, Sweet Mickey a été président. Pas un très bon président, mais bon, enfin, on lui a donné sa chance. Donnons sa chance à Bobi Wine. Mais apparemment, Museveni ne veut pas l'entendre de cette oreille. En même temps, vous pensez qu'il est permis de rêver à l'alternance en Ouganda? Oui. Ah oui, non, mais vous savez, je sais pas, je suis un indécrottable optimiste. Oui, je suis incurablement optimiste. Quand ça se passe de la pire manière quelque part, je ne perds pas espoir que ça changera toujours un jour. Oui, sinon, c'est pas la peine. On n'a qu'à se jeter à la mer, tous. Mais c'est quand même pas facile de renverser une mastodonte de 34 ans. Hein. Mais ce n'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut pas oser. Bobi Wine ose avec les moyens légaux et populaires. Il n'a pas pris des armes, il n'a pas pris le maquis, mais Museveni, lui, a pris le maquis pour renverser un autre mastodonte. Donc, bon, vous voyez, il arrivera toujours un moment où ça changera. Donc, sinon, on perd espoir et on se jette à la mer, et puis c'est fini. Le dernier sujet, c'est les États-Unis. Une seule question, faut-il laisser Donald Trump finir son mandat? Le président américain est sous le coup d'une nouvelle procédure d'impeachment. La procédure est sur le point d'être lancée contre lui par les démocrates. Le président américain juge totalement ridicule cette procédure et cela lui provoquerait, selon son entourage, une immense colère et cela provoquerait également une colère chez ses partisans. C'est plus un coup de com' de parler d'impeachment pour un président dont le mandat s'achève dans 7 jours. Oui, là pour le coup, c'est complètement folklorique. On est dans le cinéma de mauvais goût, de la pure chicane politicienne. Écoutez, le type est fini. Le mandat se termine dans quelques jours. Et c'est maintenant que on déploie de l'énergie pour le faire sortir. Enfin, là, c'est plus par la petite porte. On veut le faire sortir en dessous la porte. Non, là, c'est ridicule. Je suis d'accord avec Donald Trump pour une fois. Il est rare que je sois d'accord avec Donald Trump sur quelque chose. Vous le savez. Vous et moi, au moins, on est d'accord sur ce point. Mais pour une fois, je suis d'accord avec lui. C'est ridicule. Ridicule. C'est une débauche d'énergie inutile parce que, bon, mais quoi qu'il en soit, il s'en va. Il s'en ira. Qu'il le veuille ou pas. Son mandat se termine dans la défaite. Dans la défaite. Et en plus dans l'opprobre parce que, bon, il a eu un comportement qui est à tout point de vue répugnant et tout le monde l'a dit. Personne n'a applaudi à ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Même dans son camp, personne n'a applaudi. Alors pourquoi est-ce que, au lieu de s'occuper d'organiser justement les choses, de s'attaquer aux réformes à venir, d'avoir la préscience des difficultés et de comment les juguler, on va passer cette dernière semaine à faire c'est ce que j'appelle du cinéma politicien. C'est de la tragicomédie à l'américaine. On n'est pas toujours d'accord parce que ça vient des États-Unis. Hein. Mais les républicains semblent y tenir. Et on a vu Nancy Pelosi qui demandait d'ailleurs au vice-président Mike Pence d'invoquer le 25e amendement. Il a refusé. Faute de quoi? Il a refusé, à juste raison. L'impeachment va être lancé. À juste raison. Oui. Parce que là, au moins, c'est inopportun. Monsieur Pence a raison. C'est inopportun. D'accord, bon, ok, mais les motifs pour invoquer l'article, le 25e amendement ne sont pas complètement
réunis sont pas pertinents. Quoi, c'est sur un jugement purement subjectif qu'on décide s'il est apte ou pas à gouverner. Ça, c'est subjectif et totalement politicien. Il y a 70 millions d'Américains qui pensent qu'il est apte. C'est pas parce que il y a des sénateurs démocrates qui ne le pensent pas que forcément il faut leur donner raison. Non. Non, là-dessus, sincèrement, c'est du gâchis. Je crois on lui donne finalement le beau rôle, quoi, à Trump. Il fallait le laisser se disperser tout seul. Vous voyez, comme les miettes de pain sur la table, quand on a fini le repas, allez, voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez pensé plus globalement de la démocratie américaine en voyant les images du Capitole envahi par une foule en colère il y a quelques jours? Écoutez, un sentiment de sidéré, parce que bon, j'ai jamais imaginé que on pourrait voir ça, et que surtout ce soit le président sortant qui appelle à cela, parce que là-dessus il y a eu une incitation littérale, assumée à la violence politique. Il y a eu ça, voyez-vous, et pour ça effectivement Monsieur Trump pourrait faire face à des juges, parce qu'il y a eu des morts, parce que ce qui a été commis est un sacrilège. On a profané le temple de la démocratie américaine, qu'est le Capitole. Ça, c'est inédit, enfin inédit, Dieu merci. Mais avec Trump, tout ce qu'on a vu était inédit. Bon, bravo quand même pour ça. Il nous a fait vivre des choses nouvelles, mais pas dans la meilleure façon, quoi. C'est pas les nouveautés souhaitables, on va dire, hein, malheureusement. Mais bon, c'est ce qui s'est passé, et je pense que oui, c'est un acte qui est grave et qui, à mon avis, devrait donner lieu à des poursuites. Il a grugé ses chances d'éventuellement revenir dans 4 ans? Non, pas totalement. Parce que, vous voyez, quand on a un stock de partisans aussi important... 70 millions, voilà, pas rien. Je serais un mauvais prophète en disant qu'il a grugé il a grillé ses cartes. Non, c'est pas du tout le cas. Il a, heureusement ou malheureusement, beaucoup de partisans, on ne sait pas pourquoi, mais ça veut dire aussi que, vous voyez, dans le jeu démocratique, c'est pas nécessairement les plus intelligents et les plus qualifiés qui sont les élus. Vous voyez, il arrive d'élire le plus cancre. Et bon, j'ai l'habitude de dire aussi que, ne l'oublions jamais, Hitler a été élu. Oui, démocratiquement. Bon, démocratiquement. Donc, vous aurez le pire président parce que vous l'aurez élu. Donc, tant qu'il y a des gens pour l'aimer, vous pouvez pas empêcher ça. Pourquoi il l'aime? Je sais pas pour ces milliards. Il leur donne pas ces milliards. Mais les milliards, d'ailleurs, quand vous y réfléchissez bien, il les a pas gagnés honnêtement. Alors bon, mais on en a fait un président. Donc c'est pour ça que je dis, vous prenez un cancre, un âne, un veau, vous pouvez les lire à côté de quelqu'un qui est brillant, intelligent et beaucoup plus capable. Maître, merci. C'est un plaisir. La pause, et après on va passer à regard croisé.